Alors, Boker Tov à tout le monde. Alors, paracha de la semaine, paracha de Vaïtranan. On est le lendemain de Tisha B'Av. Donc, on va rester un tout petit peu dans le sujet plutôt que de parler de la paracha. On parle de la paracha en détail plutôt demain matin. Et on a vécu un jour qui est particulier. Quand on regarde les autres religions, elles ont réussi à nous copier sur des jours de fête. Ça, elles savent faire. Mais nous copier sur un jour de tristesse, ça, aucune religion n'a fait ça. Il n'y a pas une religion où les gens s'asseyent par terre pendant 1 ou 2 jours, ils pleurent sur des choses perdues ou quoi que ce soit. Non. Les autres, elles savent faire, comme nous, des fêtes, des célébrations, des danses, etc. Ça, il n'y a pas de problème. On est le seul peuple, en fait, qui arrive, dans son calendrier religieux, à trouver un jour, à le rendre religieux. Mais c'est quoi ce jour-là? On s'assoit par terre, on pleure, etc. C'est véritablement spécifique. Ils sont pas par terre. Au contraire, c'est un jour de fête. Tous les soirs, ils font la fête. Ils sont contents, hein, stable. Je pas dit qu'il n'y a pas de jour de jeûne. Bien sûr, il y a le jeûne. Comme ça, assis par terre comme des endeuillés. Non. Personne ne se met en deuil dans un inyan de célébration religieuse. C'est pas. On est en deuil quand on est en deuil. Nous, on nous dit non. Voilà. Un jour par an, tout le monde est en deuil. C'est bizarre. Maintenant, la question, elle est, on s'est assis par terre. On a fait des keynotes. On a ressenti plus ou moins la perte du Beth Amikdash, on a lu certains des Midrashim, des histoires, bon, chacun a fait comme il a ressenti, comme il a pu. Mais la question, elle est, il ne faut pas que ce soit un événement, il soit passé, et après on passe à autre chose. La question qu'il faut se demander, ou qu'il faut demander à Hachem, Bémet, il ne faut pas avoir peur de poser cette question, c'est jusqu'à quand, en fait? À un moment donné, ok, on s'assoit par terre. Nous, là, tous réunis là, chacun, ça doit faire en moyenne peut-être la 15e fois ou la 20e fois qu'on fait ça. D'autres un peu plus anciens, peut-être 30 ou 40 fois. Admataï, jusqu'à quand on va s'asseoir par terre tous les ans, pleurer des pierres, et espérer que ça revienne, et ça vient pas. Alors la question, elle est, jusqu'à quand? Et deux, qu'est-ce qui manque, Hachem? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Parce que le monde autour de nous, il est de plus en plus compliqué. Ce qui était possible il y a 50 ans au niveau spirituel, ça l'est encore moins aujourd'hui, avec toutes les tentations qu'il y a autour, etc. Alors ça va pas aller en se simplifiant le problème. Le problème, il avance en devenant de plus en plus difficile. Donc, à chaque fois que ça vient pas, c'est pas que, ok, les optimistes, ils vont dire, bon, ça vient pas, donc on est plus proche de quand ça vient, puisque forcément, si ça vient pas, c'est que le jour où c'est censé arriver, on s'en rapproche. On pourrait voir les choses comme ça. Aval, ça se simplifie pas. Le travail, il se durcit à chaque fois. Quand on regarde le monde autour dans lequel on est, c'est très compliqué. Vous savez qu'en Israël, cette année, ils ont dit qu'ils avaient dépassé le record d'enfants oubliés dans les voitures. Quarantaine d'enfants sur une année, un truc comme ça. Quand vous regardez les infos, on a des enfants maintenant qui se noient dans 10-20 cm d'eau. Piscine familiale, ils ont gonflé un truc comme ça. Ils ont, comment dire, inattention. 10-20 cm. Pas dans la mer là-bas, à tourbillon, machin, comme on entendait, vous savez, à l'époque. On disait, faites attention quand vous allez à la mer, à Natania, elle est très. Hein, les courants, etc. Bon, ça on comprend, ça. Enfin, attention, la mer, c'est dangereux. 10 cm dans la maison. C'est... À côté de ça, on nous dit quoi? On nous dit cette année, on a eu deux événements dans l'armée. Un, il a tué son copain. Hein? Vous avez entendu ça? Un tir ami. Ouais, un exercice militaire. Un, il a tué son copain. Ouais. Alors, on se demande, on dit, il n'y a pas assez d'ennemis qui veulent nous tuer? Hein, là-bas, ils sont pas assez nombreux pour qu'on fasse des choses comme ça? Une maman qui oublie son bébé dans la voiture, une qui, une attention qui le laisse se noyer dans une piscine.
un copain qui tue son copain, et on ouvre la télé, à côté de ça, les autres, rien qui va nous tuer. Non, il n'y a pas besoin. Hein. On se, on se débrouille tout seul. Et ça, Chachamim, ils disent, actuel, que j'ai entendu là cette semaine, là, pendant la semaine, ils disent ça n'arrive pas avant. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas des choses comme ça. Vous allez me dire, il n'y a pas de voiture. Bon, ça, il y avait des piscines. Il y avait des piscines. Pourquoi maintenant c'est comme ça? Alors, il y a des beaux discours. Les autres Chabé ont dit, il faut arrêter Sinatrina, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela. Donc, on a fait des beaux discours, c'est bien. Aval, la vérité, quand on fait le bilan, après, à tête froide, c'est-à-dire à tête reposée, quand on est honnête un petit peu, combien il y a encore de Sinatrinam? Combien il y a encore de disputes, de Kina? Il y en a beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est. Hein? Alors d'où ça vient ça? À cause de quoi ça vient? Alors je vous dis ce qu'ils ont identifié. C'est pas moi, hein, c'est Khamim ce qu'ils ont identifié. Aujourd'hui, il y a un système comment dire, qui alimente ça, qui alimente ce problème et qui l'amplifie en fait en réalité. C'est quoi ce phénomène? C'est tout ce qu'on est censé appeler réseaux sociaux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux? Il y a des gens qui parlent, qui racontent sans arrêt, pia, pour rien dire la plupart du temps, dans 99% des cas. Normalement, normalement, il y a une notion qui s'appelle la retenue. Elle existe, hein, cette mida, même chez nous. La retenue. C'est quoi la retenue? La retenue, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu penses. On pense plein de choses dans la tête. Ouais. Tu le dis pas forcément. Quelqu'un il te pose des questions, des fois tu ne veux pas le vexer, etc. Donc en général, on retient notre discours parce que en fonction des circonstances. Tu vas pas balancer tout ce que tu as dans la tête à quelqu'un. Ça s'appelle la retenue. Ouais. C'est quoi les réseaux sociaux? C'est tout ce que tu penses, tu dis, en fait, tu t'en fiches. Et puis si on t'a pas assez entendu, bah écris-le. Et puis si les personnes qui t'ont lu, elles sont pas assez nombreuses, bah publie alors, vas-y. Comme ça, tout le monde est au courant de ce que tu penses, de ce que tu veux dire, etc. Et puis après, la conséquence, ça te regarde pas en fait. Il y a une question également qu'on peut se poser de spontanéité, parce qu'on dit que quelqu'un est spontané, il est sincère, il est spontané, il sort ce qu'il a dans le cœur par rapport à ses contenus. Ouais. Alors, dans 99% des cas, les gens, ils feraient mieux de se taire. Oui, non, j'entends bien. Donc, en fait, quand on parle, dans la majorité des cas, on parle pour rien dire. En plus, comme on a envie de parler, alors on invente des choses. On veut grossir ce qu'on a envie de dire, donc on invente. On a envie de faire passer des insultes ou des moqueries avec des blagues. Donc on rajoute un émoticône par-ci, on a un bonhomme qui sourit par-là, hein, puis on met ça dans les groupes. On appelle son copain avec un surnom un peu, hein, pour se moquer de lui. Il y a 40 personnes qui lisent, voire plus. Et puis pour faire passer la pilule, on met un petit smiley qui rigole. C'est ça. Ça passe. Souvent la Gemara, elle dit que celui qui appelle son ami avec un surnom, même s'il n'est pas vexé, en lo chelek le olamaba. Même si lui, il n'a rien dit maintenant. Lui, il en a pas fait. Il est pas grave, il rigole lui aussi. Marqué Hachem, il écoute, il dit comme ça, tu parles à ton frère? Oui, mais ça va, lui, il s'en fiche. Non, mais attends, moi, je m'en fiche pas. Ah, et qu'est-ce qui se passe? En lo chelek le olamaba. Comment on fait? C'est pas parce qu'on met des émoticônes qui sourient que la pilule, elle passe. Hein. La pilule, elle passe de rien du tout, en fait. À côté de ça, c'est que les mots. Et à côté de ça, c'est quoi? Il y a les photos. Il y a les photos. Alors, on envoie des photos. On envoie des photos de tout et n'importe quoi. De n'importe quoi que de tout. Hein. Alors, quand c'est ce qu'on mange, où est-ce qu'on a été, machin, etc., bon, c'est juste ridicule, mais c'est pas grave. Et quand c'est des photos de nous-mêmes, ou de notre femme, ou de nos enfants, et qu'on diffuse, hein, la photo de profil, mais une fleur, photo de profil. Pourquoi tu mets ta femme? Non, c'est une belle photo de nous deux, à la plage, au mariage. C'est ridicule. Il n'y a pas de pudeur.
Donc il y a quoi? Il y a quoi dans les réseaux? Il y a quoi? Il y a 90% de moquerie et 10% de jalousie. Qu'est-ce qui reste? Rien. Et 0,0001% information, parce qu'il faut qu'on s'informe, etc. Voilà. Quand vous regardez les articles là, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, hein, c'est pas moi, hein, c'est Idiot Aharonot, c'est les journalistes israéliens. Hein. Comment ils ont fait pour oublier l'enfant dans la voiture? Ben, elle était sur son téléphone, elle est partie faire ses courses, ben, elle a oublié, elle parlait, elle est revenue. Ah, mon fils, j'ai oublié. Hein? Et dans la piscine, comment tu veux qu'il se noie dans 10 centimètres d'eau? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quelle est la seule chose que tu peux faire qui te fait oublier les gens autour de toi? Bah, téléphone. Regardez, c'est pas bon, hein, c'est des articles de presse. Et après, ils s'en mordent les doigts jusqu'à la fin de leur vie. Je leur dis, bon, alors, vous allez vous détacher de votre téléphone? Ah, bah non. Ouais, les accidents de voiture, tu peux extrapoler ça à tout ce qui se passe. Tu enlèves le téléphone, tu enlèves 80% des problèmes. C'est fou quand même. Parce qu'il est devenu la cause de 80% des problèmes. Combien d'accidents aujourd'hui à cause du téléphone? Combien? Même pas que en voiture, hein. Moi j'ai vu. Il marche. Ouais. Il regarde pas. Il traverse. Hein? Si tu fais la conjonction de celui qui conduit, il a le téléphone, et celui qui traverse, il a le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et qui va payer après? On va dire quoi? Inattention de celui qui conduit, inattention de celui qui traverse. Ouais, il a pas vu. Voilà, il a pas vu, t'as raison. T'as raison. Après, il a dit, ah, c'est bizarre, il y a eu un truc. Bon. Hein? C'est bizarre. Ah ouais, ouais, mais vous rigolez, mais vous savez que c'est ça. Hein, pianoter sans arrêt, comme ça. Tu pianotes, tu pianotes, tu pianotes, sans arrêt, tu rentres le soir, tu pianotes, tu vas au travail, tu pianotes, sans arrêt. Et on te parle, tu lèves même plus la tête. Mais aujourd'hui, quand je vous dis ça, je me mets dedans. Hein. Je suis pas du tout en train de. Je me suis donné une leçon là depuis une semaine, j'ai mal à la tête. Donc, je préfère que ça sorte, comme ça au moins, comme ça au moins on est tous ensemble. Mais parce que tout ce que j'ai lu, je me suis dit en fait, c'est pas que c'est émettre, c'est la vie d'aujourd'hui quoi. Mais c'est une vie qui est très triste, c'est une vie qui est catastrophique. À un moment donné, il ne faut pas se demander et quand le Beth Amikdash et quand. Mais il n'y a pas, il y aura pas. C'est comme ça, c'est pas possible. C'est impossible. Tu vas espérer quelque chose qui va arriver en te comportant de cette manière. Aujourd'hui, tu vas manger avec ta femme au restaurant, ouais, 80% du repas, il est sur un téléphone. Alors, on prend tous des téléphones cachés. Même téléphone cachère, ça change rien. Tu es tout le temps dessus. Même celui qui est cachère de ultra cachère, il va envoyer des textos, il va envoyer des trucs, machin, etc. Sans arrêt. Ça devient maladif. La dernière fois, j'étais invité à une, je sais plus c'était quoi, une bar mitzvah, je crois. Ouais, vous voyez une table entière comme ça, les jeunes, vous avez 14-15 ans. Je crois que c'est le bar mitzvah, ouais. Toute la table comme ça, toute la table. C'était une trentaine, tous le téléphone comme ça. Ouais, tac, 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 tac. J'ai ma femme, regarde. Il n'y en a pas un qui parle avec aucun. Bémet, zéro. Il y avait zéro, zéro. Je faisais zéro, zéro. C'était une trentaine comme ça. Les uns à côté, comme ça. Chacun son téléphone. C'est possible. Bémet, c'est possible. Qui s'envoyait un texto de celui qui est là-bas et celui qui répond là-bas, etc. Hein, ouais, surtout ne parlez pas tous, n'écrivez pas tous à la fois. Donc en fait, les gens ils demandent, hein, ils demandent, il est où le poison? Le poison, il est entre nos mains. Voilà, il est là, sans arrêt. C'est ce que je te dis, hein? Mais c'est le pire. Alors moi, je m'étais dit ça à un moment donné. Je m'étais dit, le pire des enfants aujourd'hui, c'est qu'ils ont connu que ça. Nous, au moins, on a connu une génération où il n'y avait pas. Donc voilà. Mais c'est pareil, mais ça change rien. Aujourd'hui, il y a des couples qui divorcent, ils ont 40 ans, 35 ans à cause de ça. C'est tout, voilà. Il y a des problèmes d'éducation, donc c'est pas que les enfants, c'est des problèmes relationnels, même des adultes. Les enfants avec leurs parents aussi. Tu vas chez tes parents, tu les as pas vus depuis 3, 4, 5, 6, 8, 10 jours. Allez, tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, maman, hein, 2 secondes. Hein. Je me mets dedans, Birlal, je sais. Mais c'est terrible. Alors, les parents, eux, n'ont vraiment pas connu ça du tout quand ils avaient jusqu'à l'âge de 30, 40 ans. Ils voient leurs enfants arriver, ils sont contents. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis là-bas. Les 2 heures qu'il a passées, à la maison, 1 heure et demie, il a passé sur le téléphone.
Je sais pas plus. Il vient manger, téléphone. Il s'assoit, téléphone. Café, téléphone. Et c'est toujours très important. Hein. Ouais, mais je dois, ouais, mais je dois faire ça. Ouais, mais je dois répondre. Ouais, mais dans la chambre, dans le truc, dans la salon, dans la voiture, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans les, hein? Alors moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. Voilà. Après, ça va peut-être pas vous plaire. Ouais. Voilà. Ça va peut-être pas vous plaire. Mais c'est déjà une première solution. Non, c'est déjà une première solution. Non, je peux pas vous dire, jette ton téléphone. Je peux pas vous dire ça. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, je peux vous dire quelque chose. Et Bémet, ça va rien vous. Parce que souvent, on dit, ouais, mais le travail, oui, mais c'est vrai. Ok, je dois utiliser mes mails pour le travail, je dois utiliser ça pour le commerce, c'est comme ça. Ton patron, il a dit, je t'envoie ça à tel endroit. Bah, j'ai plus de téléphone. Ah bah, t'es viré. Ah bah, je vais faire. Je peux pas. Ok, donc ça, je peux pas vous dire ça. Par contre, je peux vous dire des choses qui vont rien changer en réalité au quotidien. Entre guillemets. Ça va changer dans le positif. Ça va rien changer dans le négatif. C'est quoi? Vous prenez votre téléphone. Je sais pas qui a quoi, j'ai pas envie de savoir. Mais vous enlevez tout ce qui est Insta, Facebook, Twitter, etc. Tous ces réseaux-là, vous les supprimez du téléphone. C'est tout. J'ai essayé, on peut accéder par Internet après. Non, c'est fini ça. C'est fini. Non, c'est fini. Si tu n'as plus de compte, voilà. Tu peux plus quitter. Voilà. Moi aussi, ça fait 5-6 ans que j'ai comme ça. C'est impossible. Impossible. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous enlevez tout ce qui est. Non, mais déjà ceux-là, je vous le dis, ceux-là, c'est une plaie. Quelqu'un, je lui ai demandé, mais il y a quoi sur Instagram? Il y a quoi d'informatif? Il y a quoi d'important? Il n'y a rien. C'est rien. Te regarder, envier, kina, jalousie, etc. C'est rien. C'est moquerie, c'est que ça. Alors, TikTok, n'en parlons même pas. Donc, TikTok, Instagram, déjà, ça vous fait déjà pas mal. Hein. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. C'est bien, non? Hein? Tu l'enlèves. D'accord? 90% de ce qu'il y a sur Twitter, c'est que du lachonara. Ou des infos inventées, ou du shaker. Donc on s'en fout. Voilà. Tu ne seras pas informé. Et quand quelqu'un te dit rien, tu diras, ah, je savais pas. Et alors, je savais pas. Mais je savais pas. Je savais pas. J'ai pas envie, de toute façon, j'ai pas envie de savoir. Ça va me changer quoi? Je suis ministère de l'information? Non. Donc on s'en fout. Aucun intérêt. D'accord? Donc déjà, ça en fait 4. WhatsApp, qui aujourd'hui est utilisé dans plein de domaines, l'école, les machins, etc. Ce que vous voulez. Ça doit être utilisé pour avoir des informations. Pas pour raconter sa life, pas pour donner son avis sur tout, pas pour rigoler, pas pour faire de la shonara, pas pour faire de la moquerie, pas pour répondre à celui qui a dit quelque chose dans un groupe. Il a parlé, tant pis pour lui, il avait envie de parler, il s'est défoulé. Je vais lui répondre. Non, tu réponds pas. Et quoi, on va le laisser parler? Mec, il parle tout seul. Quand il verra que personne ne répond, eh ben, il arrêtera de parler. Et si tu réponds, parce qu'un autre, il va répondre. Parce qu'un autre, il va être d'accord avec 20% de ce que tu as dit, mais pas 80%. Celui d'après, pareil. Et tac, tac. Donc en fait, tu as alimenté la chaîne. Moi, j'alimenterai pas la chaîne. J'ai lu quelque chose, ça m'intéresse pas. Déjà, je lis, je n'ai pas oublié de lire. Mais moi, j'utilise WhatsApp. Comme ça, je dois me dire les informations de la classe de ma fille. Il y a le devoir machin. Il y a ça qui est à savoir. Il y a les informations de la choule, etc. Maintenant, c'est bien. Depuis qu'ils ont créé ça, c'est magnifique. Ils ont créé des groupes fermés où maintenant les gens ils arrêtent de parler. En fait, tous les groupes ils devraient être comme ça, en réalité. D'accord? Il n'y a pas besoin de parler. Tu veux parler, va avoir un psychologue et il va t'asseoir sur un sofa et tu vas parler pendant 3 heures si tu as envie de parler. Mais WhatsApp, c'est pas fait pour parler. C'est pas fait pour raconter ta vie. On te donne une information, on te donne un horaire, tu prends l'horaire et tu te tais. C'est tout. Voilà. Alors, je vais te répondre. Ça, le rave que j'ai entendu cette semaine, on lui a dit ça. Il a répondu quelque chose et en fait, il a mis une claque quand il a répondu. Il a dit, en fait, quand on veut prendre des nouvelles de quelqu'un, on l'appelle. On ne lui demande pas par texto. Si on s'inquiète de quelqu'un, en fait, on prend son téléphone, on fait 10 chiffres sur son téléphone, on l'appelle et on lui parle. C'est comme ça qu'on demande des nouvelles de quelqu'un. Parce que le texto, en fait, c'est parce que ça nous saoule. Faut dire la vérité. On veut pas perdre notre temps, donc on veut que ça aille vite. Ça va, super, super, au revoir, merci. Voilà, j'ai demandé des nouvelles. C'est pas ça, demander des nouvelles. Demander des nouvelles, c'est appeler quelqu'un. C'est appeler quelqu'un, prendre 5-10 minutes de son temps, hein, lui demander comment ça va, et parler un peu avec la personne. Parler. La relation, elle peut pas être une relation de texto.
une relation de SMS. Oui, mais quand on a des gens qui ont une proche famille, il y a 50 personnes, il y a 50 personnes au minimum, Hmm. souvent, Hmm. des cousins, des choses, c'est un lien quand même. Là, est en Argentine. Appel. Hein? Appel. On peut pas appeler 50 Ouais. personnes. On peut pas Comment ils faisaient à appeler- l'époque? Ils envoyaient 50 lettres. Oui. Oui ou Il y non? avait- il y avait Ils pas- envoyaient des lettres. Et ils disaient, ah, c'est bien, Non, il s'est inquiété de moi. Après, ils ont créé le téléphone, on a dit, c'est bien. non, il y avait pas C'est le plus numéro rapide de que la lettre, on peut appeler les gens. Magnifique. On appelle plus. Maintenant, t'appelles plus. Oui, Parce qu'on n'a pas le temps. Mais bien sûr que t'as le temps. Bien sûr qu'on a le temps. Enlève les 80% qu'on fait sur un téléphone, et tu verras que le temps, il reviendra. on peut appeler 50 C'est tout. personnes. Et BFM, et machin, et trucs, et infos, etc. Enlève tout ça. Tu les compresses. Tu dis, voilà. Aujourd'hui, en fait, j'ai 20 minutes à donner. C'est bien 20 minutes. 20 minutes, j'appelle 2-3 personnes. Et demain, 20 minutes. Et après demain, 20 minutes. J'ai appelé combien à la fin de la semaine? J'ai appelé 20 personnes. Et ben c'est bien. C'est tout. Et ben tu continues après la liste. Moi, je sais pas y appeler les mêmes tous les jours. J'ai à 50 personnes. Appelle-les sur un mois. Pas grave. Deux personnes par jour. Tu peux faire 2 personnes par jour. Les gens ne répondent même plus C'est maintenant. tout, c'est tout. Bien sûr qu'ils répondent. Ils répondent les gens. Ils répondent les gens. Et tu verras que les gens, quand tu les appelles pour demander des nouvelles, ah, ah, c'est bizarre. Ils m'appellent. On n'appelle jamais. Bah, ah, mais ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles. Bah, ça va, je t'ai envoyé 3 textos la semaine dernière. Ça n'a rien à voir, les textos. Ça n'a rien à voir. Entendre ta voix, entendre la voix de quelqu'un, entendre la voix des gens. Hein, souvent, les copines, les filles, elles sont tristes. Elles disent comme ça, ah, mes copines, elles ont parlé sur moi, etc. Alors déjà, c'est pas tes copines qui elles parlent sur toi. Donc change de copine. C'est tout. Si un enfant il vous dit ça, ouais, mes copains, bah, déjà change de copain alors. Parce qu'un copain, un ami, il parle pas sur toi. Il parle pas contre toi. Sinon, c'est pas un ami. Sinon, change d'amis. Voilà. Donc tu t'es trompé d'amis. Donc change. Tu peux pas rester avec quelqu'un qui te fait du mal toute la journée. Ça n'existe pas une chose pareille. Malgré tout, même si ça c'est présent, Hamim, ils ont dit, il faut haïr la faute, mais il faut aimer le fauteur. Faut pas se tromper. La faute, elle est là. Les erreurs, elles sont là. Ça, il faut haïr. Mais le fauteur en lui-même, non, il faut continuer à l'aimer. Il ne faut pas faire l'inverse. Haïr celui qui faute. Non, c'est Arvat Israël. Nous, le problème, c'est que dès que quelqu'un fait une erreur, ça y est, on ne veut plus le parler. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas lui, la personne. Pourquoi il a fait ça, il a fait ça? Non, ce qu'il a fait, ça et ça, ok. Ça, que tu aies de la haine envers ça, il n'y a pas de problème. Et lui, ah ben non, c'est interdit. Ou c'est marqué? C'est assourd. C'est la Torah qui l'a dit. Il faute, tu l'aimeras quand même. Donc Hachem, en fait, tout ce qu'on fait nous, au quotidien, en fait, Hachem, il nous demande, en fait, bidiouk l'inverse. Donc Hachem, il nous demande quelque chose et nous, on fait le contraire. Et avec ça, on arrive à Tchabéav, on lui dit, Hachem, reconstruis le Beth Amikdash, je t'en supplie. Hachem, il dit, mais vous blaguez ou c'est quoi, c'est Pourim aujourd'hui? Je suis trompé de fête. Je crois que c'est Pourim. En fait, vous êtes des clowns. En fait, on est des clowns. Parce qu'on lui demande quelque chose qui ne colle pas avec notre manière de vivre. Si on vivait tout nickel, on arrive à Tisha B'Av, on s'assoit, on pleure, on lui demande. Hachem, il dit, bon, la vérité, je vous écoute, parce que là, vous êtes tellement bien que c'est vrai, ça me donne envie. Mais quand c'est Hachem, il nous voit à Tisha B'Av et qu'il voit tout ce qu'on fait l'année, il dit, mais je vous écoute même pas, en fait, en réalité. Vous écoutez de quoi? Hachem, il nous demande de nous casser la tête au quotidien. Ouais, pour faire quoi? Pour aider les gens et pour aimer les gens. Et nous, toute la journée, on se casse la tête pour parler sur les gens et pour casser les autres. Donc tout le contraire, Bichlal. Et ça, on le fait bien. On essaie de bien... Hein, on s'y attelle bien comme il faut. On s'y attelle bien comme il faut. Les gens, ils racontent sur Rav Moshe Feinstein. Vous connaissez Rav Moshe Feinstein? Aux États-Unis. Il disait quand il était dans sa choule, chaque personne qui rentrait, il regardait qui rentrait. S'il voyait une tête qu'il ne connaissait pas, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, comme ça il raconte les gens. Il se levait de sa chaise, il courait vers la personne. Lui, Rav Moshe Feinstein. Il courait lui-même là-bas, comme ça, voir la personne. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que je peux vous asseoir quelque part? Lui, il faisait le gabaï, Rav Moshe Feinstein. Les maîtres, ils demandent, et ils disent, quand est-ce que c'est la dernière fois que nous-mêmes, on a spontanément dit à quelqu'un,
est-ce que je peux t'aider? Mais mec, il faut se poser la question. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'attente, passif, tant qu'on ne me demande rien, ça va, ça passe. Mais est-ce que moi, j'ai fait la démarche active d'aller voir un ami, d'appeler un ami? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te rendre un service? Je t'ai entendu parler ce matin avec Shimon, j'ai vu que tu avais des petits soucis par rapport à ça, etc. Je peux t'aider? Je peux t'aider dans quelque chose? Ah, ouais, bah oui, justement, je cherchais quelqu'un, etc. Voilà, j'ai tel problème. Ah, ça me touche que tu me... Non, on entend que quelqu'un... Tu sais, t'as entendu que quelqu'un a des problèmes. Au lieu de parler que quelqu'un a des problèmes, que ça ne sert à rien. Maintenant, on te l'a dit, quelqu'un il a des problèmes? Ouais. Prends ton téléphone. Peut-être tu peux l'aider. Ça peut être des problèmes de quoi? De travail, de parnassa, de couple, d'éducation, peu importe. De santé. T'as entendu? Ça y est maintenant, l'information elle est venue à nos oreilles. Alors, et derrière, qu'est-ce que tu fais? Action, réaction, non? Toi, action, dodo, rien du tout. Voilà, bah, il a qu'à se débrouiller. Bah, il trouvera sûrement quelqu'un pour se débrouiller. Hein. Et je viens de te dire qu'il a des galères. Donc, il demande de me faire chier. Il dit, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as spontanément demandé à quelqu'un, tu as proposé ton aide à quelqu'un? Proposer ton aide. Bah, je pense qu'on va remonter loin, en fait. Quand j'étais à l'école primaire, c'est où je vous dis. Il y a l'étape d'après aussi. C'est-à-dire? Tu t'en veux. Ah bon? Pourquoi? Il faut aider les gens. Il faut aimer les gens et il faut aider les gens. On raconte sur le Rav de Tchernobyl. On nous dit, un jour, il y a un Ani, un pauvre, qui est venu le voir dans son bureau pour demander de l'argent, pour demander l'aumône, etc. Bon, il a une petite somme, etc. Et en quittant le bureau, en quittant la pièce, il a vu sur le bureau du Rav quelqu'un qui lui avait offert une cuillère en or. Cuillère, comme ça, stable. Avant de quitter la pièce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la cuillère, il la mis dans sa poche et il est parti. Les gabaïm du Rav, quand il est sorti, sont rentrés dans le bureau du Rav et ils ont rendu compte que la cuillère, elle avait disparu. Ils ont dit quoi? Celui-là, là, qui vient de sortir, il a volé la cuillère du Rav. Vite, il faut courir après lui. Ils ont couru. Ils l'ont attrapé. Il lui dit, t'es un voleur. Il dit, moi, j'ai rien volé, c'est pas vrai. Il dit, oui, tu es un voleur, donne-moi ton sac. Ils ont pris le sac, ils ont ouvert le sac. Hop, ils ont trouvé la cuillère. Ah, tu vois? C'est un voleur. Voleur, comme ça. Toute la ville a commencé à se réunir autour de lui. Voleur, il a volé la cuillère dans le bureau du Rav. Et lui, il a dit, c'est pas vrai, j'ai rien volé. C'est le Rav qui me l'a donné. Ah bon? Le Rav, il t'a donné la cuillère? Ah bah viens, on va aller voir le Rav, tiens, on va voir si c'est vrai. Ils l'ont attrapé, et devant tout le monde comme ça, toute la ville qui le suit. Ils arrivent dans le bureau du Rav. Il dit, voilà, il lui explique l'histoire. Il dit, voilà, Rav, et maintenant il dit que vous l'avez donné la cuillère. Le Rav, il regarde, il dit, oui, c'est vrai, je lui ai donné la cuillère en or. Ah! Bah vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous voyez bien que j'avais raison, il fallait m'écouter. Ah, alors vous ne faites plus les malins maintenant, hein? Croûte pas, on a compris, croûte pas. Et il dit, monsieur le rabbin, maintenant j'ai quelque chose à vous dire. Toute la route là, toute la ville elle s'est réunie autour de moi. Vous savez le bisaïon que j'ai eu, qu'on m'a traité de voleur alors que je suis pas un voleur? Vous savez la honte que j'ai eue là pendant 1 heure là, que tout le monde a craché sur moi? J'exige réparation sur le bisaïon que j'ai eu. Le Rav il dit, tu as raison. T'as tout dit. Combien tu estimes la réparation de ta honte? Combien j'estime? 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent? Pas de problème. Il ouvre le tiroir, il prend une bourse, il lui dit tiens. Il lui dit c'est bon? Tu es apaisé dans la honte que tu as eue? Il dit ça va. Blainara, bon Hachem. Maintenant je suis bien. Il prend la bourse et il s'en va. Le gabaï du Rav vient le voir et lui dit c'est quoi cette blague? Il dira vous savez très bien qu'il a volé la cuillère. Déjà, pourquoi vous dites que vous lui avez donné la cuillère? Je lui ai dit que je lui ai donné la cuillère. C'est un Rani, c'est un Mishkin. Je ne vais pas en rajouter sur lui. Alors, au moins qu'il ne ressente pas ce Inyan-là de voleur. Ok. Et sur ce qu'il a dit après derrière, c'est Khoutzpa qui vous demande de l'argent sur la honte. Il dit maintenant, le problème, c'est que j'ai en face de moi un homme qui a été blessé dans sa dignité. Mais c'est un voleur.
Il lui dit, c'est plus le problème du vol maintenant. Là, je suis pas en train de régler le problème d'un voleur. Là, j'ai en face de moi un juif, mon frère, qui me dit qu'il a eu honte. Je dois réparer sa honte. Je suis pas en train maintenant de faire la justice. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a pas volé? C'est plus mon problème. Moi, mon problème maintenant, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un qui est blessé. Et cet homme-là qui est blessé, c'est un juif. Et c'est mon frère. Il n'est pas question que je laisse cette honte-là impayée, si je puis m'exprimer comme ça. On est capable de faire une chose pareille, non? Jusqu'où on est capable d'aller pour ne pas qu'un juif, il ait honte. Hein? Pour ne pas faire honte à quelqu'un. On est capable de perdre. Juste pour pas qu'il ait honte. On va se dire quoi? Bah, ça va, tant pis pour lui. Hein. Bah, il avait qu'à pas se mettre dans cette situation-là. Maintenant, c'est son problème. Hein, on a envie de faire ça. Hachem, il dit, et le kavod de ton frère? Mais comment ça, le kavod de mon frère? C'est un voleur. Ken, c'est un voleur. Ça, c'est une autre souga. Ça, c'est la souga au tribunal. Mais ici, là, c'est ton frère, non? Il a honte. Comment tu répares? Rabbi Haïm Falaji. Vous connaissez Rabbi Haïm Falaji? Ken. Il a succédé au Rav de sa ville. Il est niftar, Rav très âgé. Il a succédé, il est devenu le grand Rav de la ville. En Turquie. Et le samedi matin, il y avait une coutume là-bas, quand on sortait de la choule, toute la ville, elle suivait le Rav jusqu'à chez lui, pour le raccompagner chez lui. Toute la ville comme ça, toute la choule, une cinquantaine, soixantaine, centaine de personnes, qui suivaient comme ça le Rav à travers la ville, de la choule jusqu'à chez lui. Magnifique, une grande délégation comme ça, qui raccompagnait le Rav, et kavod arabe, pour le raccompagner jusqu'à la maison. Très bien. Quand il est devenu, lui, le Rav, il fait sa dracha le samedi. Il sort de la choule. Maintenant, je vous fais l'image. Imaginez, la choule, elle est là. La choule, elle est là. Et le Rav, il habite là, genre. Alors, le Rav, il sort. Et au lieu d'aller de là à là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le tour de la ville. Comme ça, hein, pour arriver chez lui. Et ça prend de la marche, ça prend du temps. Alors, son shamash, il lui demande, il dit... Ah, pourquoi on n'a pas fait le chemin court comme ça, là, juste à côté, de là à là? On aurait dû aller de comme ça à comme ça. Pourquoi on a fait tout le détour? Le Rav, il lui dit, sur le chemin, hein, ici, là, vivait l'ancien Rav de la ville. Et à la maison chez lui, là, actuellement, il y a sa femme. Il y a la veuve de ce Rav-là. Si on passe devant chez elle avec toute la délégation, ça va lui rappeler son mari. Ça va lui faire de la peine de voir que maintenant, c'est plus son mari qui rentre à la maison avec toute la délégation, mais c'est le nouveau Rav. Quand elle va voir toute la délégation comme ça va lui faire du tsahar. Ça va lui faire de la peine de se rappeler qu'à l'époque, c'était son mari qui était là et que maintenant, il n'est plus là. Et c'est Shabbat, et j'ai pas envie de lui faire de la peine. Alors, vous savez quoi? C'est mieux de faire un détour, c'est pas grave. Mais au moins qu'elle voit pas toute la délégation passer devant chez elle. Comment ça s'appelle ça? Has kavod al havero. Avoir de la peine, du kavod de son ami, de la peine de son ami. Non, nous on se rappelle de ce que les gens y font de mal et on oublie de ce qu'ils font de bien. Hein? Comme il y avait deux amis comme ça, ils marchaient dans le désert. Deux amis comme ça, ils s'étaient perdus comme ça, ils marchaient dans le désert. Et à un moment donné, il y en a un, il s'est énervé sur l'autre. Il dit, de toute façon, toi tu es un crétin, tu es un imbécile, c'est à cause de toi qu'on est là. Et maintenant on est comme deux imbéciles dans le désert. Il commence comme ça à mal lui parler, à l'insulter. L'autre, il a été blessé. C'est comme ça, mon ami, il me parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis par terre, il a pris une branche et il a écrit dans le sable, ici, mon ami m'a offensé. Après, ils ont continué le chemin. Et ils ont vu une source d'eau. Alors, un des deux, il a commencé à courir. Il s'est mis dedans. Et il a commencé à boire. En fait, c'est pas de l'eau, il s'est trompé, c'était des sables mouvants. Il a commencé à s'enfoncer comme ça. Alors l'autre, il est venu, il l'a sauvé. Toujours dans le même sens. Il l'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre, il a gravé sur la pierre, ici, mon ami m'a sauvé la vie. Alors, son ami lui demande, il dit, je comprends pas. Il dit, pourquoi tout à l'heure, là-bas, hein, tu as écrit dans le sable, et ici, tu as gravé dans la pierre? Il dit, parce que ce que tu m'as fait de mal, là-bas, que tu m'as offensé, je l'ai écrit dans le sable. Parce que j'espère que le temps et le vent, il va effacer cet affront-là que tu m'as fait, et je vais oublier. Au moins que j'oublie. Mais là, ce que tu m'as fait de bien, je l'ai écrit dans la pierre. Pourquoi? Parce que je veux absolument m'en rappeler toute ma vie. Comme ça, je m'en rappellerai à jamais.
que mon ami m'a fait du bien. Hamim, ils disent, qu'est-ce qu'on fait nous? Le bien que les gens ils nous font, on le met dans le sable, et le mal qu'ils nous font, on le grave dans la pierre. Comme ça, on n'oublie pas. Hein? J'oublie pas ce que tu m'as fait. Ah, j'oublierai jamais. Tu n'oublieras jamais? C'est assourd. C'est le contraire de la Torah. Hachem, il te demande d'oublier. Il te demande, Bichlal, d'oublier. Quoi, je vais oublier le mal qu'il m'a fait? Oui! Hachem, il dit, t'inquiète pas, oublie le mal qu'il t'a fait. Moi, je m'occuperai de toi après derrière si tu veux une réparation. T'inquiète pas. Mais plus tu te rappelles du mal qu'on t'a fait, jamais tu seras réparé. Jamais. Quand quelqu'un il vient pas à la choule, un jour, 2 jours, 3 jours, ouais, il faut décrocher son téléphone. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il vient pas? Pourquoi il n'est pas présent? C'est bizarre. Vous téléphonez, savoir comment il va. Peut-être qu'il y a un problème. On s'inquiète pas les uns des autres. Et quand il revient, comme une lettre à la poste, il n'est pas venu depuis une semaine. Il s'est mis dans un coin, personne ne lui parle, non? Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah, alors on s'est inquiété. C'est triste quand t'es pas là. Des paroles de gentillesse, réconfortantes. Surtout des personnes qui ont un certain âge. Il faut s'occuper de ça. C'est pas, faut pas être froid dans ces relations. Faut pas être dur. Non, nous on sait que quand on voit les gens, on sait leur dire, ah, tu as mauvaise mine, hein. Ça, on sait dire. Ah, tu as l'air fatigué, hein, t'as l'air fatigué. Ça va pas en ce moment? Tu as maigri un peu, hein, t'as pas l'air bien. C'est ça qu'on dit aux gens? Ça fait plaisir, ça, de dire ça aux gens? Ça les encourage? Tu peux pas dire des paroles gentilles? Des paroles qui entraînent? Un jour en Pologne, on nous dit comme ça. On nous dit il y avait un dénonciateur parmi les juifs. Vous savez, c'est quoi un dénonciateur? Il dénonçait aux autorités tout ce que les juifs y faisaient. Un rachat Gamo. La Torah, elle dit, qu'est-ce qu'on fait normalement de ces gens-là? C'est quoi le Inyan? Chayav Mita. Il faut le tuer, celui-là. Il est dangereux pour la communauté. Ils sont partis voir le Rav de la ville. Ils ont dit, vous savez, Rav, monsieur Untel, là, il dénonce tout le monde. Il nous met en prison, etc. Il dénonce aux autorités financières, aux autorités, etc. Il nous fait que des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rav, il dit, oh, celui-là, il faut le tuer. Hein. Écoutez, le Rav, il dit quoi? Comment? Non, mais Rav, on va quoi? On va le tuer, on le tue. On prend un couteau, on le tue. Non, il ne va pas faire comme ça. On va faire les choses normalement. Ah bon? Comment on va faire? Il dit, regardez, c'est très simple. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui le rencontre, il lui dira, tu n'as pas l'air bien, hein? Tu es fatigué. Tu n'es pas malade en ce moment? Tu te sens bien? Non, j'ai pas l'impression. Je vois ton visage que tu es pâle. Tu as l'air malade. Vous lui dites ça toute la journée, toute la semaine. Et vous allez voir, Hachem, il fera le reste. Bémet, bidjou comme ça. Un, il lui a dit ça. Deux, il lui a dit ça. 3, 10, 1, etc. Un jour, il est rentré chez lui, sa femme lui a dit, ça va? Ah, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je vais aller m'allonger un petit peu. Il est parti s'allonger. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nishtar. Pourquoi? Parce que tout le monde lui a mis la rasera. Tout le monde lui a mis l'angoisse. Tu tues les gens quand tu parles mal. Tu tues les gens avec tes mauvaises ondes. Oui, bémet. Tes mauvaises. Par contre, de là, tu apprends quoi? Quand tu parles bien, quand tu fais des compliments, qu'est-ce que tu provoques chez les gens? Hiout! Tu le refais vivre. C'est vrai que des fois, tu vois quelqu'un, il sort d'une maladie, par exemple. Tu vois qu'il est pas bien. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'es pas bien? Non, donne-lui du coar. Ah, tu es mieux qu'hier. Bémet, tu es mieux, c'est mieux. Je vois du mieux. Ah bon, vraiment, tu vois du mieux? Oui, je vois, tu commences à reprendre des couleurs. Ça va le gonfler, ça va le rassurer. Oui, je vois que c'est beaucoup mieux. Je vois que c'est vraiment bien. Je pense que demain, ça ira encore mieux. Allez, encore une petite semaine et là, tu seras au top. Courage les gens, au lieu de les casser sans arrêt. Et aider les autres. Comment on peut aider les gens? Chacun, il a des compétences. Ouais, Hachem nous a donné chacun une compétence différente. Un, il est compétent dans ça, l'autre dans ça, l'autre dans ça. Chacun, il a une compétence. Chacun, il a un problème dans sa vie personnelle. Oh, c'est ta compétence. Mais aide-le. Quoi, tout se paye? Non. Gratuit, Stam. Parce que j'aide mon frère. Moi, je sais faire ça. Ce que tu sais pas faire là, je sais le faire. Tu veux que je vienne t'aider? Ah ouais, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Moi, je sais changer les serrures. Je suis serrurier. J'ai entendu parler avec David que ta serrure à la maison, tu veux que je vienne t'aider à la réparer? Quoi, tout marche avec devis, facture, paiement, etc. Tout est comme ça. C'est que ça notre relationnel. Fais ça avec l'égoïme, si on en a à faire. Mais ton frère, ton voisin, il a un problème, va l'aider. Ton voisin, de palier. Il va se débrouiller. Hein. Une dame seule qui vit, va lui changer une ampoule. Va lui faire quelque chose. Elle sait pas faire, fais-lui.
Donnez de sa personne. On est à la Léveilla de Rav Moshe Feinstein, aux États-Unis. Il y avait une dame, on nous raconte comme ça dans les Sfarim, dans les biographies, les gens qui étaient présents. Il y avait une dame qui était sur le côté, pendant la Léveilla, et elle pleurait. Une vieille dame, comme ça, elle pleurait. Et le Rav y parlait, elle pleurait, elle se paie, elle pleurait. Elle s'est pas arrêtée de pleurer pendant 3 heures, comme ça, sans arrêt. Et à un moment donné, on raconte, quelqu'un est parti la voir. Il a dit, madame, vous connaissiez le Rav? Il y avait un kécher, vous êtes de la famille, vous êtes... Non, pas du tout. Alors pourquoi vous pleurez comme ça? On dirait, c'est votre frère, Birklal. Il dit, le Rav, moi, je suis d'origine russe. Et régulièrement, toutes les semaines à peu près, ma sœur qui habite en Russie, elle m'envoyait des courriers de shalom pour savoir comment je vais, etc. Mais moi, je parle que l'anglais, et elle parle que le russe. Donc elle m'envoyait des courriers en russe. Et moi, je parle pas le russe. Alors, tout ce que je faisais, toutes les semaines, j'allais voir le Rav, et c'est le Rav qui me traduisait la lettre du russe en anglais. Toutes les semaines. J'ai dit, ah bon? Mais depuis combien de temps ça? Elle a dit, ça a duré 20 ans. Quoi? Toutes les semaines, vous alliez chez le Rav, et il traduisait la lettre de votre sœur, qui disait quoi? J'ai été à la poste, comment tu vas? J'ai mis des fleurs dans mon jardin. Je touillote, quoi, des bêtises, rien d'intéressant. Et ça lui faisait plaisir. Moi, je sais traduire du russe à l'anglais. Ben, je le traduis, il n'y a pas de problème. J'aide celui qui a un problème, celui qui a besoin d'aide, ben, je viens l'aider. Voilà, c'est pourquoi je pleure maintenant, parce que je ne sais pas qui va pouvoir me traduire ces lettres. On raconte un jour Rav Ben Sion Abba Shaul, il marchait comme ça dans Jérusalem. C'est Rav Ben Sion. Il y a, vous le voyiez à l'époque, il ne paye pas de mine. Un petit chapeau, un petit costume, il passe dans la rue, bémet inaperçu. Personne ne sait que c'est lui, rien du tout. Un jour, on raconte comme ça, il marchait, il y a un bus qui s'arrête à sa hauteur. Il ouvre la porte du bus, il lui jette un torchon à la figure. Il lui dit, hey, tu peux me nettoyer le carreau? J'ai une saleté sur mon carreau là. D'accord? Je peux pas sortir du bus, j'ai pas le droit de quitter mon bus. Tu peux me nettoyer le carreau? Son fils qui raconte à Rav Ben Sion. Il dit, son père, il a pris le torchon, il est monté sur le bus comme ça, il a nettoyé le carreau. Gadol adore. Son fils, il était médusé. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il descend. Il dit, quoi? Il avait besoin qu'on nettoie son carreau. Je nettoie son carreau. Ah bah, ya. Gadol adore. Et nous, on se prend pour des Gadol adore. Ouais. On te demande, Bidjouk, de déplacer un verre, je suis le patron de je sais pas quoi. Ouais, ah non, c'est pas ma condition de faire une chose pareille. Quelle condition? On parle de conditions ici, on parle de titres, on parle de niveau, on parle d'un juif avec un autre juif. Un homme avec une dame même. Voilà, Rav Moshe Feinstein, il traduit la lettre d'une vieille dame. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de je suis ceci, toi t'es cela, donc va voir quelqu'un d'autre, quelqu'un il se fera ça à ta place, etc. Non, on devrait courir pour rendre service aux gens. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà quand on te sollicite et qu'on te demande service, déjà tu dois répondre. Déjà, ça serait déjà la moindre des choses, surtout si tu sais faire la chose qu'on te demande. Mais autre chose, on doit être maintenant attentif de proposer son aide aux gens. On connaît ses propres capacités, on sait ce qu'on est capable de faire. On entend une histoire, propose ton aide. Comment je peux t'aider? Comment je peux te... Et sans avoir une notion à chaque fois de qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Peut-être je peux lui proposer une affaire. Non, de l'aide, Stam. Ça, on verra au travail, t'inquiète pas. Hachem, il a ta parnassa, elle est prévue, tu gagneras ta parnassa comme tout le monde. Mais Stam, d'aider les gens, aider ton voisin, aider ta famille. Et... Voilà, gratuit. Hacham, il me dit, c'est gratuit. C'est ça, Avatrinam. Avatrinam. C'est ce qui combat Sinatrinam. Avatrinam. Aider les gens, comme pour quelle raison? Aucune raison. Gratuit. Ni argent, ni intérêt, ni je vais rien récupérer derrière, ni je vais après attendre un retour que peut-être toi aussi quand je... Rien. Stam, gratuit. Voilà, je viens, je t'aide. Tes gens. Et vous allez voir la réaction des gens. Quand on fait une chose pareille, ils vont être choqués. Ils vont être surpris. Mais je te donne quelque chose, je te paie. Non, Stam, je suis venu juste t'aider. Mais non, ils y croient pas. Non, mais arrête, je vais t'aider, je
sais pas, te donner quelque chose, etc. Même la personne en retour, elle s'est dit, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quelqu'un qui aide comme ça pour rien. Personne ne fait ça. Alors c'est ça qu'il faut. Donc hier, on s'est assis. Hier, on a pleuré. Hier, on a demandé. Alors on a demandé. Hachem dit, je veux bien que vous demandiez. Il n'y a pas de problème. Vous demandez le temps, vous demandez, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Aval, par où ça passe? Par où ça passe de demander tout ce qu'on a demandé hier? C'est uniquement ça. Ahava. Se casser la tête pour aider les autres. Se casser la tête pour aimer les autres. Se casser la tête, vraiment. Bichlal, du matin au soir. Se demander tous les jours, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Quoi, aujourd'hui, j'ai aidé personne? C'est bizarre. J'ai même pas demandé les nouvelles de quelqu'un aujourd'hui. C'est bizarre. Avant le soir, 22h. Bien, j'appelle quelqu'un. Peu importe, je fais mon planning. Je regarde mes contacts. Ah, celui-là, je savais qu'il était pas très bien. Tu sais quoi, je vais l'appeler. Ah, au moins une personne par jour. On est capable de faire ça, non? Une personne par jour. De s'occuper, ou de se demander, ou de s'enquérir de son état, etc. Une personne, c'est possible. Une personne par jour. Ça peut être la famille, un ami, un voisin, peu importe qui vous voulez. Mais une personne par jour, c'est possible. Mais mec, si chacun on s'occupe de une personne par jour, de demander des nouvelles, ou d'essayer d'aider quelqu'un, le Ham Israël, il est différent. Le Ham Israël, il change de tête. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'à Tisha B'Av, on a dit, Yashva Badad. On a dit quoi? On a dit on était assis tout seul. C'est quoi tout seul? Hachem dit, parce que vous êtes tout le temps tout seul. Vous comportez chacun tout seul. Voilà. Chacun dans son coin. Qu'on ne vienne pas me prendre la tête. Alors, Yashva Badad, on a dit à Tisha B'Av. Voilà. Mais c'est ça notre condition? De rester tout le temps tout seul? Non? Notre condition, c'est quoi? Clan Israël, Ham Israël. C'est de rester entourés les uns les autres. Et nous, on croit qu'on garde le lien parce qu'on a des réseaux. Parce qu'on a des réseaux. Les réseaux, ça tue le lien. C'est Big Duke le contraire. Ça nous a fracassé le lien. Alors, qu'on laisse ça aux goïms, ils adorent ça, ils s'éclatent avec ça, et ils ont créé tous les 6 mois, il y en a un nouveau. Et parce que celui-là, il plaît pas, alors maintenant, on en crée celui-là, et puis maintenant, on va créer celui-là, et puis on va essayer de chercher l'idée encore pire pour essayer de... Voilà, donc c'est de mal en pis, d'accord? Et nous, on plonge dedans. Mais le Ham Israël, il ne doit pas plonger dedans. Alors, bébête, voilà, si je peux me faire l'écho des rabbinim que j'ai écoutés cette semaine, ouais, il faut les supprimer de son téléphone. C'est des poisons. Alors, celui qui peut jeter son téléphone, mais ça n'existe pas, on va pas se leurrer, d'accord? Mais au moins qu'il n'y ait pas dans ce téléphone-là ce genre de choses qui servent à rien, qui n'amènent rien. Et alors encore moins de les laisser dans les mains des enfants. Alors là, oui, là pour le coup, je vous rejoins. Sur les enfants, c'est encore pire. Ils ont encore moins de discernement, ils ont encore moins de capacité de réflexion, etc., de savoir de faire la part des choses, encore moins. Donc il faut supprimer ça. Mais avec quoi ils vont jouer? Avec quoi ils vont jouer? Il y a des jeux de société, comme nous, il y a 60 ans. Voilà, c'est tout. Voilà. Hein? De leur Monopoly. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moins bien le Monopoly que le jeu vidéo? C'est moins bien? Moi, je vous dis même, c'est mieux. Ils vont plus s'éclater avec ça. Pourquoi? Parce qu'avec ça, ils vont jouer à 3, à 4, à 5. Ils ne peuvent pas jouer tout seuls. Voilà. Et au moins, ils gardent un lien avec le cousin, avec le frère, avec la sœur. Ils apprennent à jouer à plusieurs. Les jeux vidéo, c'est bien. Je peux jouer tout seul. J'ai besoin de personne. Je peux jouer en ligne avec quelqu'un qui est là-bas. Je joue contre l'ordinateur. Mais même dans ça, il y a un problème. Tu es tout seul. Eh ben non. Tu veux jouer, mon fils? Ma fille, tu veux jouer? Voilà. Je t'ai acheté un jeu. Ça se joue à 4. Toi et tes frères et sœurs. C'est bien. Ouais, mais et vous allez voir dans l'inconscient des enfants. Ouais, mais c'est relou parce que du coup, je peux pas jouer tout seul. Ben, c'est pour ça que je te l'ai acheté. Comme ça, tu peux pas jouer tout seul. Et tu pourras jouer qu'avec quelqu'un. Ils sont trop petits, tes frères et sœurs. Je vais t'inviter un copain. T'inviter une copine. Vous allez jouer à 2, à 3, à 4. C'est comme ça qu'on garde le lien. Mais si on on leur apprend depuis petit qu'ils peuvent jouer tout seuls, se contenter d'eux-mêmes, ne pas avoir besoin de jouer avec les autres, etc. Mais alors là, on va créer des adultes qui vont être catastrophiques. Déjà, nous, on est border. Mais alors eux, depuis petits, qui sont éduqués comme ça, mais ça va être un carnage. Ça va être un carnage d'égoïsme, de gava. Carnage. Ne croyez pas. Hein. Déjà, on les voit aujourd'hui déjà. Ceux qui ont commencé à avoir déjà 12, 13, 14 ans, on les voit déjà qui sont comme ça. Pourquoi cela? Parce qu'à 5, 6 ans, ils ont été élevés comme ça, il y a 5, 6 ans, déjà. Donc si on veut créer des gens qui s'occupent des autres, qui comprennent qu'en réalité, le réseau, il n'est pas social, il n'est pas informatique. Le réseau social qu'on doit créer, c'est un réseau palpable, c'est un réseau humain. Si on leur apprend ça depuis petit, quand ils seront plus grands, même à l'âge adulte, ils vont s'occuper des gens. Ils vont s'occuper de celui-là, ils vont voir dans l'œil de celui-là que ça ne va pas. Ah, monsieur, je vois que vous n'êtes pas très bien aujourd'hui. Ils vont réussir à voir, à sentir quand quelqu'un ne va pas bien.
savez qu'on nous dit comment il est arrivé la Géoula de Yosef? Yosef qui était en prison. Comment il est sorti de prison, on nous dit? On dit, il s'est levé le matin, il a vu que le Sahara Mashkim et le Sahara Ophim, il les a vus contrariés. C'est marqué que leur panim, Zoafim, ils étaient pas bien. Il leur a vu un visage triste. Il a dit, c'est bizarre ceux-là. Hier, ils étaient bien, je les voyais bien, et aujourd'hui, je les vois pas bien. Il leur a demandé, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils ont raconté leur rêve. De leur rêve, il est sorti quoi? Et toute l'histoire que vous connaissez. Et qu'à la fin, au final, Yosef, il va sortir de prison. Ils disent des Mefarshim, et si Yosef, il n'est pas attentif? Et si Yosef, il voit pas que dans le regard du Sarah Mashkim, ouais, il y a une petite tristesse, qu'est-ce qui se serait passé? Rien, il aurait rien vu. 3 jours après, de toute façon, c'était la Xéra, il serait sorti de prison, mais aucun rapport avec Yosef. Aucun rapport. Yosef, il serait même pas rentré dans l'histoire. Comment il est sorti de prison, on nous dit, une des raisons, c'est parce qu'il a vu le visage de quelqu'un qui n'était pas bien. Et il s'est enquéri de son état. Donc c'est ça qu'on attend de nous. On est sorti de Tisha B'Av, c'est très bien. Maintenant, c'est quoi? On était assis par terre. Ouais, c'est vrai, on a vu, vous avez vu, on était assis par terre. Oui ou non? On s'est assis par terre. Seulement, ils disent les Mefarshim, quand on est assis par terre, et quand tu es assis par terre, et que tu as besoin de te relever, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un appui. Personne ne peut se relever sans un appui. Donc on va utiliser une chaise, on va utiliser un banc, on va utiliser quelque chose. Tu peux pas te relever comme... Personne n'arriverait à se relever comme ça. Tu es obligé de te relever. Rahamim, ils disent, la meilleure personne qui peut te relever, c'est quoi normalement? C'est ton frère qui est à côté. Donc toi, tu dois être celui qui doit se dire, moi je me mets à côté de lui. Quand il aura besoin d'être relevé, au moins il me trouvera pour le relever, et moi aussi je vais le relever. Et si chacun il se met à côté de quelqu'un, en se disant, quand il aura besoin d'être relevé, moi je serai là, je le soutiendrai, et moi je le relèverai, et ben on va tous se relever comme ça, on sortira du deuil, et on reconstruira Yerushalayim comme ça. Parce qu'on se donne tous la main et on se pousse comme ça. Allez, je vais t'aider. Allez, je t'encourage. Allez, je te relève. Viens, tiens-moi, tiens sur moi. T'es un peu faible en ce moment? T'es pas bien en ce moment? C'est pas grave. Tiens-toi sur mes épaules. Moi, je vais t'aider à te relever. Ah, et on voit que tout de suite maintenant, c'est quoi? Ah, c'est marrant, j'arrive à me relever, c'est plus facile. Quand quelqu'un il me tient et quand quelqu'un il me tire avec lui, eh ben la force qu'il a lui quand il est debout, j'arrive mieux à me relever. C'est marrant ça. Hein, on dit même que physiquement, 2 personnes assises, elles peuvent se relever en même temps mutuellement. C'est marrant. Hein, 2 assises, chacun il se tient sur l'autre, en même temps ils peuvent se relever. Comment on fait? Parce que c'est comme ça, chacun il aide l'autre. Donc une fois qu'on aura compris ça, ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens tout seuls et on les aide à se relever. Alors on ne sera plus assis tout seul, mais on se relèvera tous, Bezrat Hashem, tous ensemble et assister ensemble à la reconstruction. Yerushalayim, Tzion, tout ce qu'on a demandé à Tisha B'Av. Bezrat Hashem, je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom.